En mai 1853, dans les districts reculés de la Louisiane, 6 corps furent découverts dans les marais près de Natchez. Tous portaient les marques distinctives de la chasse. Mais ce qui glaça le sang des autorités, ce fut de constater que les victimes étaient les chasseurs eux-mêmes, et que leurs blessures reproduisaient exactement celles qu'ils avaient infligées à d'autres, au même endroit, 3 semaines auparavant. Si cette introduction vous a donné des frissons, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à commenter en nous disant de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé dans les plantations au nord de Natchez durant ce printemps maudit de 1853. La région de Natchez, en 1853, représentait l'un des cœurs battants de l'économie cotonnière du Sud américain. Située sur les falaises surplombant le Mississippi, la ville elle-même offrait un contraste saisissant entre l'opulence de ses demeures à colonnades et la brutalité quotidienne qui régnait dans les plantations environnantes. Le district s'étendait sur des milliers d'hectares de terres fertiles, traversées par des bayous sombres et des forêts de cyprès où la lumière du jour peinait à pénétrer. À cette époque, la Louisiane vivait sous une tension constante. Les débats sur l'esclavage divisaient profondément le pays, et bien que les planteurs du Sud maintinssent fermement leur système économique, des voix de plus en plus nombreuses s'élevaient pour le dénoncer. Dans ce contexte, les propriétaires terriens de Natchez formaient une élite insulaire, protégeant jalousement leurs privilèges et leur mode de vie. Ils se réunissaient régulièrement dans des clubs privés, organisaient des bals somptueux dans leurs manoirs, et cultivaient entre eux une solidarité qui ressemblait davantage à une conspiration qu'à une simple camaraderie. Le printemps de 1853 s'annonçait particulièrement chaud. Les plantations tournaient à plein régime pour préparer la saison des récoltes. La population asservie, constituée de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, travaillait dans des conditions qui défiaient l'entendement. Les châtiments corporels étaient monnaie courante, les familles régulièrement séparées lors des ventes, et toute tentative de fuite se soldait par des représailles terribles. Parmi les propriétaires les plus influents du district se trouvait Nathaniel Kensington, un homme dans la cinquantaine qui possédait 3 plantations totalisant plus de 2000 hectares. Grand, le visage marqué par des années d'exposition au soleil et au whisky, Kensington incarnait l'aristocratie sudiste dans ce qu'elle avait de plus implacable. Sa demeure, appelée Riverside Hall, dominait le paysage depuis une colline boisée. Construite en 1832, la maison principale comptait 24 pièces, décorées de meubles importés de France et d'Angleterre. Mais derrière cette façade de raffinement se cachait un homme d'une cruauté méthodique. Kensington entretenait des relations étroites avec 5 autres planteurs de la région. Il y avait d'abord Samuel Hartwick, propriétaire de Oak Bend, une plantation de 1500 hectares, située à 8 kilomètres au nord. Hartwick, plus jeune que Kensington d'une dizaine d'années, avait hérité de son domaine à la mort de son père en 1848. Contrairement à Kensington qui affichait une brutalité sans phare, Hartwick cultivait une image de gentleman cultivé, citant Virgile et organisant des soirées musicales. Pourtant, les esclaves de Oak Bend portaient les mêmes cicatrices que ceux de Riverside Hall. Ensuite venait Marcus Delafield, un célibataire endurci d'une quarantaine d'années qui dirigeait la plantation de Cypress Grove. Delafield avait la réputation d'être le plus impitoyable des 6. Ses méthodes de contrôle incluaient des privations de nourriture systématiques, des cellules d'isolement creusées dans le sol et un système de délation qui opposait les esclaves les uns aux autres. Homme taciturne aux yeux glacials, il parlait peu, mais agissait avec une détermination qui glaçait ceux qui le connaissaient. Le 4e membre du groupe était Thomas Bellingham, propriétaire de Willow Creek, une plantation de taille moyenne spécialisée dans la culture du coton longue soie. Bellingham, la quarantaine corpulente, compensait ses échecs commerciaux par une agressivité constante envers sa main-d'œuvre. Il était connu pour ses accès de rage incontrôlables, durant lesquels il frappait au hasard avec sa canne à pommeau d'argent. Charles Worthington possédait quant à lui Magnolia Ridge,
une propriété qui avait appartenu à sa famille depuis 3 générations. Âgé de 55 ans, Worthington représentait la vieille aristocratie sudiste, celle qui considérait l'esclavage non seulement comme un système économique, mais comme un ordre naturel voulu par Dieu. Il citait fréquemment la Bible pour justifier ses pratiques et avait même fait construire une chapelle sur sa propriété où il prêchait lui-même le dimanche, expliquant à sa main-d'œuvre asservie que la soumission était leur devoir chrétien. Enfin, il y avait Edmund Caldwell, le plus jeune du groupe à 32 ans. Caldwell avait acheté sa plantation, Elmwood Manor, grâce à un mariage avantageux avec la fille d'un banquier de la Nouvelle-Orléans. Désireux de se faire accepter parmi l'élite des planteurs, il surcompensait son manque d'ancienneté par une brutalité ostensible, espérant ainsi prouver qu'il appartenait à leur monde. Ces 6 hommes formaient ce qu'ils appelaient entre eux le cercle de Natchez. Ils se réunissaient chaque premier vendredi du mois dans une salle privée du club Riverfront, un établissement réservé aux membres de l'élite locale. Là, entre cigares cubains et cognac français, ils discutaient de politique, d'économie et de leurs méthodes respectives de gestion. Mais au-delà de ces préoccupations ordinaires, ils partageaient un loisir particulier, un divertissement qu'ils gardaient soigneusement secret et qui les liait par un pacte tacite plus fort que n'importe quel contrat. Le district de Natchez comptait également une population de petits fermiers blancs, d'artisans, de commerçants et de fonctionnaires qui gravitaient autour de l'économie des plantations sans pour autant y participer directement. Ces personnes entretenaient avec les grands propriétaires des relations complexes, mêlées de déférence, d'envie et parfois de répulsion silencieuse. Car même si peu osaient le dire ouvertement, certains murmures circulaient sur les pratiques des membres du cercle. En ce printemps de 1853, une tension inhabituelle régnait dans le district. Plusieurs incidents s'étaient produits au cours des mois précédents. En janvier, un incendie avait détruit une grange de Oak Bend, causant la mort de 3 chevaux de prix. En février, un contremaître de Cypress Grove avait été retrouvé mort dans un fossé, apparemment victime d'une chute de cheval, bien que certains détails de la scène eussent semblé incohérents aux yeux de ceux qui l'avaient découvert. En mars, plusieurs outils avaient disparu de Willow Creek, et Thomas Bellingham avait ordonné des fouilles systématiques de toutes les cabanes d'esclaves, fouilles qui s'étaient soldées par des châtiments collectifs. Ces événements, pris isolément, pouvaient paraître banals. Mais ils créaient une atmosphère d'inquiétude diffuse, comme si quelque chose d'invisible se préparait dans l'ombre des forêts de cyprès et des champs de coton. Les esclaves murmuraient entre eux dans leur langue, mélangeant anglais approximatif, français créole et expressions africaines que les maîtres ne comprenaient pas. Les contremaîtres blancs, hommes brutaux mais superstitieux, rapportaient des observations étranges, des traces dans la boue près des marais, des feux aperçus au loin dans la nuit, des chiens qui refusaient d'entrer dans certaines sections des bois. Mais les membres du cercle de Natchez ne prêtaient guère attention à ces signes. Leur position sociale et leur pouvoir économique les rendaient arrogants, convaincus de leur invulnérabilité. Ils se préparaient d'ailleurs à organiser début mai leur divertissement annuel secret, celui qu'ils attendaient avec une impatience malsaine et qui constituait le point culminant de leur camaraderie dévoyée. Le 3 mai 1853, au crépuscule, les 6 membres du cercle de Natchez se réunirent dans le pavillon de chasse de Nathaniel Kensington, une construction de rondins située à l'orée de la forêt de cyprès, à 5 kilomètres de Riverside Hall. Cette structure, isolée et entourée de végétation dense, servait officiellement de lieu de repos pour les parties de chasse aux cerfs et aux sangliers. Mais sa véritable fonction, connue seulement des 6 hommes, était bien plus sinistre. Le pavillon comportait une grande salle centrale, avec une cheminée de pierre, des trophées de chasse accrochés au mur, et une table massive où étaient disposés verres de cristal et carafes d'alcool. Des portes donnaient sur 4 chambres plus petites et une cuisine. À l'arrière, une remise servait à entreposer le matériel de chasse, fusils, munitions, couteaux, pièges et cordes.
Un chenil abritait une meute de 6 chiens de chasse, des Redbone Coonhounds, réputés pour leur endurance et leur férocité lorsqu'ils pistaient une proie. Ce soir-là, l'atmosphère était chargée d'une excitation palpable. Les 6 planteurs portaient leur tenue de chasse, chemise de lin, gilet de cuir, pantalons épais et bottes montantes. Ils avaient apporté leurs armes personnelles, fusils à percussion gravés à leurs initiales, et parlaient fort en riant, alimentés par le whisky qui coulait généreusement. Nathaniel Kensington, en tant qu'hôte et organisateur, prit la parole une fois que tous furent rassemblés. « Messieurs, dit-il d'une voix forte, nous voici réunis pour notre tradition annuelle. Comme vous le savez, ce divertissement nous appartient exclusivement. Ce qui se passe ici ne doit jamais franchir ces murs. Nous sommes liés par un serment de silence absolu. » Les autres hochèrent la tête gravement, bien que leurs yeux brillassent d'anticipation. Samuel Hartwick, le plus cultivé du groupe, ajouta avec un sourire en coin. Les Romains avaient leur jeu de gladiateurs. Les nobles Européens chassaient le renard. Nous pratiquons un art plus relevé, plus exigeant. Marcus Delafield, le plus taciturne, intervint d'une voix froide. « Assez parlé. Procédons. » Kensington acquiesça et fit un signe vers la porte de la remise. 2 contremaîtres blancs, hommes de confiance payés pour leur discrétion et leur absence de scrupules, entrèrent en traînant une silhouette enchaînée. C'était un homme d'une 30aine d'années, de constitution athlétique malgré les privations, la peau sombre marquée par le soleil et le travail. Il portait des vêtements de toile grossière déchirés, et ses poignets et chevilles étaient entravés par des chaînes. Ses yeux, cependant, ne montraient aucune soumission. Ils brillaient d'une lueur de défi et de haine concentrée. « Voici notre gibier pour cette année, » annonça Kensington. « Il se nomme Josiah. Cet homme a tenté de s'enfuir de ma plantation il y a 2 semaines. Il a été repris dans les marais, à 15 kilomètres d'ici. Au lieu de le châtier de manière ordinaire, j'ai décidé qu'il servirait à notre divertissement. » Thomas Bellingham s'approcha de Josiah et le toisa avec mépris. « Il a l'air vigoureux, cela promet une bonne chasse. » Charles Worthington ajouta avec un rire cruel. « J'espère qu'il courra mieux qu'il n'a fui. » La dernière proie était décevante. Edmund Caldwell, le plus jeune, demanda avec une nervosité mal dissimulée. « On procède comme d'habitude ? 1 heure d'avance ?» Kensington confirma. « Exactement. Nous lui donnons 1 heure. S'il survit jusqu'à l'aube, nous honorons notre parole et il est libre. » Cette promesse était un mensonge que tous connaissaient. Aucune proie n'avait jamais survécu à leur chasse. Le jeu était conçu pour ne laisser aucune chance, et la supposée possibilité de liberté ne servait qu'à intensifier le désespoir de la victime. Josiah, malgré sa situation désespérée, parla pour la première fois. Sa voix était grave, posée, et contenait une dignité qui surprit les planteurs. « Vous pouvez m'enchaîner, me traquer comme un animal, me tuer peut-être, mais vous ne pouvez pas tuer ce que je représente. D'autres viendront, d'autres résisteront. Vous construisez votre fortune sur nos dos brisés, mais un jour, tout cela s'effondrera. » Un silence glacial suivit ces mots. Marcus Delafield s'approcha de Josiah et le frappa violemment au visage avec le dos de sa main. « Tu parleras quand on te le permettra, vermine. » Mais Josiah ne baissa pas les yeux. Il cracha du sang et continua à fixer ses bourreaux avec un mépris absolu. Kensington, perturbé malgré lui par l'attitude de leur proie, ordonna qu'on emmène Josiah à l'extérieur. Les contremaîtres le traînèrent devant le pavillon, là où commençait le sentier qui s'enfonçait dans la forêt. Ils retirèrent ses chaînes, lui laissant seulement ses vêtements déchirés. On lui donna une gourde d'eau et rien d'autre. Pas d'armes, pas d'outils, pas de nourriture. « Tu as 1 heure d'avance, » lui dit Kensington. « Cours vite. Si tu arrives à survivre jusqu'au lever du soleil, tu es libre, sinon... » Il laissa la phrase en suspens, mais le sourire cruel sur son visage achevait la menace. Josiah regarda une dernière fois ses persécuteurs. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et s'élança dans la forêt. Sa silhouette disparut rapidement entre les troncs de cyprès,
avalés par l'obscurité croissante. Les 6 planteurs retournèrent à l'intérieur du pavillon. Ils consultèrent leur montre de gousset. Il était 19h30. À 20h30, la chasse commencerait. Pendant cette heure d'attente, ils discutèrent de stratégie, vérifièrent leurs armes et continuèrent à boire. L'atmosphère oscillait entre excitation fébrile et une tension étrange, comme si quelque chose dans l'attitude de Josiah avait planté une graine d'inconfort dans leur esprit. Mais ils repoussèrent ces pensées, attribuant leur malaise au whisky ou à la nuit qui tombait. À 20h30 précise, Kensington ouvrit les portes du chenil. Les 6 chiens, dressés spécifiquement pour ce type de chasse, bondirent dehors en aboyant furieusement. On leur fit renifler un morceau de tissu ayant appartenu à Josiah, et immédiatement, ils partirent en direction de la forêt, suivant la piste fraîche. Les 6 hommes s'élancèrent à leur suite, fusils chargés, lanternes à la main. La nuit était tombée complètement maintenant, et seule la lumière blafarde de la lune, à son premier quartier, éclairait faiblement le paysage. Les lanternes créaient des cercles de lumière vacillante qui semblaient accentuer l'obscurité environnante plutôt que la dissiper. La forêt de cyprès était un labyrinthe naturel. Les arbres millénaires, aux troncs massifs drapés de mousse espagnole, créaient une canopée dense qui étouffait les sons. Le sol était spongieux, composé d'un mélange de terre humide et de végétation en décomposition. Des cours d'eau stagnantes serpentaient entre les racines émergentes, dégageant une odeur de vase et de pourriture. Les insectes bourdonnaient en nuées épaisses. Et au loin, on entendait le coassement des grenouilles et les cris occasionnels d'oiseaux nocturnes. Les chasseurs progressaient avec méthode, suivant les aboiements de plus en plus excités des chiens. Ils connaissaient ces bois, les avaient parcourus des dizaines de fois lors de chasses ordinaires. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. La forêt paraissait plus dense, plus hostile, comme si elle-même désapprouvait leur présence. Samuel Hartwick, marchant aux côtés de Kensington, murmura « Tu trouves que les chiens ont l'air nerveux ?» Kensington fronça les sourcils. C'était vrai. Les aboiements des chiens contenaient une note inhabituelle, presque anxieuse. Mais il balaya cette observation. Ils sentent la proie. C'est normal. Ils continuèrent leur progression pendant près d'une heure. Les chiens menaient toujours la chasse, mais semblaient avoir perdu le fil direct de la piste. Ils tournaient en rond, reniflaient frénétiquement, puis repartaient dans une direction, puis une autre. C'était inhabituel. Josiah était peut-être plus malin que prévu, utilisant des techniques pour brouiller sa trace. Traverser des cours d'eau, marcher sur des troncs tombés, revenir sur ses pas. Finalement, vers 22 heures, les chiens convergèrent vers une zone de marécage plus dense. Leurs aboiements devinrent frénétiques. Les chasseurs accélérèrent, certains que la proie était acculée. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit indiqué par les chiens, ils ne trouvèrent personne. Seulement un morceau de tissu déchiré accroché à une branche basse et des empreintes de pas qui s'enfonçaient dans l'eau stagnante avant de disparaître. « Il est entré dans le marais », dit Marcus Delafield en scrutant l'obscurité. Thomas Bellingham grommela. « Il va se noyer ou se faire dévorer par les alligators. Ce n'est pas une mort de chasseur. » Edmund Caldwell, le plus jeune, semblait mal à l'aise. « Peut-être qu'on devrait attendre le jour, on ne voit rien ici. » Charles Worthington ricana. « Tu as peur, Edmund, c'est juste un esclave en fuite. » Mais sa bravoure sonnait creux. Eux aussi sentaient que quelque chose clochait. Kensington prit une décision. « On continue, on va contourner le marais et couper sa route de l'autre côté. » Ils se séparèrent en 2 groupes. Kensington, Hartwick et Delafield prirent la direction nord. Bellingham, Worthington et Caldwell partirent vers le sud. Les chiens furent répartis entre les 2 groupes. Ce fut la dernière fois que les 6 hommes se virent tous ensemble vivants. Le groupe de Bellingham, Worthington et Caldwell progressaient difficilement à travers les ronces et la végétation dense. Leurs lanternes éclairaient à peine à 2 mètres devant eux, et les branches basses les giflaient constamment. L'humeur, initialement confiante, se dégradait rapidement. « Cette chasse est maudite »,
grogna Bellingham en chassant un nuage de moustiques. On aurait dû attendre le jour. Worthington, plus stoïque, répliqua « Cessez de vous plaindre, Thomas, vous ramollissez avec l'âge. » Caldwell, qui fermait la marche, s'arrêta soudainement. « Vous entendez ça ?» Les deux autres s'immobilisèrent. Effectivement, un son étrange parvenait jusqu'à eux. Ce n'étaient pas les aboiements des chiens, ni les bruits habituels de la forêt. C'était un sifflement rythmé, presque mélodique, qui semblait venir de plusieurs directions à la fois. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Bellingham, la voix tendue. Worthington leva sa lanterne, scrutant les ténèbres autour d'eux. Probablement juste le vent dans les arbres. Mais le sifflement continuait, semblant se rapprocher. Et puis, brusquement, il s'arrêta. Le silence qui suivit était oppressant, presque physique. Les trois hommes se tenaient immobiles, les sens en alerte. Les chiens qui les accompagnaient gémissaient doucement, la queue basse, refusant d'avancer. « On continue », ordonna Worthington, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Ils reprirent leur marche, mais au bout de quelques minutes, Edmund Caldwell poussa une exclamation étouffée. « Thomas ?» Charles, regardez ça. Suspendu à une branche à hauteur d'homme, il y avait un objet qui n'avait rien à faire dans cette forêt. Une poupée de tissu grossièrement cousu, représentant un homme avec 6 épingles plantées dans son corps. Chaque épingle portait un minuscule morceau de papier avec une initiale. NK, S, H, MD, T, B, C, W et C, les initiales des 6 planteurs. Charles Worthington arracha la poupée et la jeta au loin avec un juron. C'est du vaudou, de la superstition ridicule. Mais sa voix tremblait légèrement. Thomas Bellingham était devenu pâle. On devrait retourner au pavillon. Worthington le toisa avec mépris. Vous êtes des lâches, tous les deux. Ce n'est qu'une tentative de nous effrayer. Cette vermine a dû préparer ça à l'avance. Edmund Caldwell déglutit avec difficulté. Comment aurait-il pu savoir? Comment aurait-il pu préparer ça? Il était enchaîné jusqu'à il y a 2 heures. Worthington n'avait pas de réponse à cela. Ils restèrent un moment silencieux, l'inconfort se transformant en véritable peur. Finalement, Bellingham décida. « Je retourne au pavillon. Faites ce que vous voulez. » Il fit demi-tour et commença à rebrousser chemin. Caldwell hésita, puis le suivit. Worthington, refusant de montrer sa propre anxiété, les regarda partir avec dédain avant de continuer seul, accompagné d'un seul chien. Mais à peine quelques minutes plus tard, un cri déchirant fendit la nuit. C'était la voix de Thomas Bellingham, hurlant de douleur et de terreur. Caldwell et Worthington se figèrent, puis se précipitèrent dans la direction du cri. Ils trouvèrent Bellingham au sol, à une 30aine de mètres derrière eux. L'homme s'était effondré dans un piège à mâchoire destiné au gros gibier, un dispositif illégal que les planteurs utilisaient parfois pour capturer des esclaves en fuite. Mais celui-ci n'était pas à eux. Les mâchoires de métal avaient mordu profondément dans la jambe droite de Bellingham, brisant l'os et sectionnant des artères. Le sang jaillissait en flots pulsés, formant une mare sombre sur le sol spongieux. Caldwell se précipita pour aider, essayant d'écarter les mâchoires du piège. Worthington, plus pragmatique, retira sa ceinture et en fit un garrot de fortune autour de la cuisse de Bellingham. « Tenez bon, Thomas, tenez bon !» Mais Bellingham perdait son sang à une vitesse alarmante. Son visage était déjà exsangue, ses lèvres bleues. Il tentait de parler, mais seuls des gargouillements sortèrent de sa bouche. Caldwell parvint enfin à forcer le piège à s'ouvrir. Ils tirèrent Bellingham hors du dispositif meurtrier. Mais c'était trop tard. La jambe était presque sectionnée et le garrot n'avait pas suffi à stopper l'hémorragie. En quelques minutes, Thomas Bellingham cessa de bouger. Ses yeux, encore ouverts, fixaient le vide avec une expression de surprise figée. Edmund Caldwell recula, tremblant de tous ses membres. « Il est mort. Mon Dieu, il est mort. » Charles Worthington, malgré son apparence de contrôle, était profondément secoué. Comment ce piège est-il arrivé ici? Comment... Il ne termina pas sa phrase.
Parce qu'à ce moment-là, depuis l'obscurité environnante, le sifflement revint, plus fort cette fois, et indiscutablement proche. Les deux hommes se retournèrent, levant leurs lanternes et leurs fusils. Mais ils ne virent rien, juste les arbres, les ombres dansantes, et l'obscurité impénétrable au-delà du cercle de lumière. « Qui est là ?» cria Worthington, sa voix déformée par la peur. « Montrez-vous !» Pas de réponse, seulement le sifflement, qui semblait maintenant venir de partout à la fois, se répercutant entre les troncs d'arbres dans un écho désorientant. Caldwell saisit le bras de Worthington. « On part, maintenant. » Pour une fois, Worthington n'argumenta pas. Les deux hommes abandonnèrent le corps de Bellingham et commencèrent à courir à travers la forêt, leurs lanternes se balançant follement, projetant des ombres grotesques dans toutes les directions. Pendant ce temps, de l'autre côté du marais, Nathaniel Kensington, Samuel Hartwick et Marcus Delafield avaient aussi entendu le cri de Bellingham. Ils s'étaient immobilisés, échangeant des regards inquiets. « C'était Thomas, dit Hartwick. Il a crié comme s'il... » Il laissa sa phrase en suspens, peu désireux de formuler ce que tous pensaient. Kensington serra sa mâchoire. Peut-être qu'il est tombé, ou qu'il a été attaqué par un animal. Marcus Delafield, toujours pragmatique, observa « On devrait les retrouver ». Ils modifièrent leur trajectoire pour rejoindre l'autre groupe. Mais la forêt semblait conspirer contre eux. Les sentiers qu'ils connaissaient bien paraissaient différents dans l'obscurité. Les points de repère habituels étaient invisibles. Ils tournaient en rond, incapables de retrouver leur chemin. Samuel Hartwick, habituellement si posé, commençait à perdre son calme. « Je ne reconnais rien ici, rien. C'est comme si la forêt avait changé. » Kensington, refusant d'admettre qu'ils étaient perdus, continuait à avancer avec détermination. Mais même lui sentait que quelque chose n'allait pas. Les chiens qui les accompagnaient refusaient maintenant de progresser, tirant sur leurs laisses pour retourner en arrière, gémissant piteusement. Puis, alors qu'ils traversaient une petite clairière inondée, Marcus Delafield poussa une exclamation. « Là, regardez !» Suspendu à une branche au centre de la clairière, éclairé par la lune, pendait quelque chose qui glaça leur sang. C'était une effigie humaine, grossièrement faite de branches et de tissus, mais arrangée de manière à ressembler de façon troublante à Nathaniel Kensington. Et autour du cou de l'effigie, une corde formait un nœud coulant. Kensington s'approcha, le visage durci. Il décrocha l'effigie et l'examina. Il n'y avait aucun doute. Les vêtements étaient similaires aux siens et un morceau de papier épinglé sur le torse portait ses initiales. « C'est lui », dit Hartwick d'une voix blanche. « Josiah, il nous traque. Il a retourné la chasse contre nous. » Kensington jeta l'effigie au sol avec rage. « Un esclave, nous traquer, c'est ridicule. » Mais sa voix manquait de conviction. Delafield, examinant les alentours, fit une découverte encore plus inquiétante. « Nathaniel, Samuel, venez voir. » Au bord de la clairière, partiellement cachée dans la végétation, se trouvaient des traces. Non pas les traces désordonnées d'un fugitif poursuivi, mais des traces méthodiques, circulaires, qui suggéraient que quelqu'un avait tourné autour de leur position à plusieurs reprises. Quelqu'un qui les observait. Et ce n'étaient pas des traces d'une seule personne. C'étaient les empreintes de plusieurs individus, tous pieds nus, tous se déplaçant avec une coordination et un but précis. Samuel Hartwick prit une profonde inspiration tremblante. Il n'est pas seul. Cette réalisation transforma leur peur en panique pure. Ils n'affrontaient pas un homme seul et désarmé. Ils étaient pris dans un piège soigneusement orchestré par un groupe organisé qui connaissait ces bois mieux qu'eux. Kensington essaya de reprendre le contrôle. On retourne au pavillon, tout de suite. On se regroupe et on réfléchit calmement. Ils se mirent en marche, accélérant le pas. Mais la forêt semblait se refermer sur eux comme un piège vivant. Les branches s'accrochaient à leurs vêtements. Les racines faisaient trébucher leurs pas. La boue aspirait leurs bottes. Et derrière eux, toujours présent mais jamais visible, le sifflement reprit. Cette fois, il était accompagné d'autres sons.
Des battements rythmés comme des tambours lointains. Des voix murmurant dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Des rires étouffés qui semblaient se moquer de leur terreur. Marcus Delafield, l'homme le plus froid et le plus calculateur du groupe, s'arrêta brusquement et fit face à l'obscurité. « Sortez, montrez-vous, lâche !» Il tira un coup de feu au hasard dans les ténèbres. Le fracas de la détonation résonna dans la forêt, suivi d'un silence absolu. Puis, comme en réponse, des dizaines de voix se mirent à siffler simultanément, créant une cacophonie assourdissante qui semblait venir de toutes les directions. « Courez !» hurla Kensington. Les trois hommes se lancèrent dans une course désespérée à travers la forêt. Ils abandonnèrent leurs lanternes pour courir plus vite, ne se guidant plus que par la faible lueur de la lune filtrant à travers les branches. Derrière eux, les sifflements et les battements se rapprochaient, accompagnés maintenant du bruit de pas nombreux battant le sol humide. Samuel Hartwig trébucha et s'étala de tout son long dans la boue. Kensington et Delafield s'arrêtèrent pour l'aider à se relever. C'est alors qu'ils les virent pour la première fois. Des silhouettes émergeant de l'obscurité. Pas seulement Josiah, mais une douzaine d'hommes, tous des esclaves évadés, tous armés de couteaux de fortune, de bâtons aiguisés, de pierres. Leurs visages étaient indistincts dans la pénombre, mais leurs intentions étaient claires. Marcus Delafield leva son fusil et tira. Un des poursuivants s'effondra avec un cri, mais avant que Delafield puisse recharger, les autres se jetèrent sur eux. Ce qui suivit fut brutal et rapide. Kensington parvint à frapper un de ses assaillants avec la crosse de son fusil, mais il fut rapidement submergé par le nombre. Hartwig essaya de fuir, mais une pierre lancée avec précision le frappa à l'arrière du crâne, le faisant s'effondrer face contre terre. Marcus Delafield, avec la férocité d'un animal acculé, combattit jusqu'au bout. Il réussit à blesser 2 de ses attaquants avec son couteau de chasse avant qu'une lame ne trouve son flanc, puis une autre son épaule, puis son cou. Il s'effondra dans un gargouillement sanglant, ses mains tentant vainement de contenir le flot de sang qui s'échappait de sa gorge tranchée. Nathaniel Kensington, immobilisé au sol par plusieurs hommes, hurla de rage et de terreur. « Vous mourrez pour ça, tous, je vous ferai pendre, Une voix familière l'interrompit, calme, posée, glaciale. « Tu ne feras rien du tout, Nathaniel Kensington. » Josiah s'avança dans le cercle de lumière lunaire. Il n'était plus seul, vulnérable et enchaîné. Il commandait maintenant, entouré de ses compagnons. Son visage portait les marques de coups, mais ses yeux brillaient d'une détermination implacable. « Tu pensais que j'étais seul, que nous accepterions éternellement ton joug. Nous avons attendu, nous avons planifié, et ce soir, ta chasse est devenue la nôtre. » Kensington cracha du sang et du venin. « Vous serez traqués, capturés, torturés. » Josiah s'agenouilla près de lui, son visage à quelques centimètres de celui du planteur. « Peut-être, mais cette nuit, justice est faite. » Il fit un signe. Les hommes traînèrent Kensington, maintenant entravé par ses propres chaînes, plus profond dans la forêt. Samuel Hartwig, encore vivant mais inconscient, fut traîné également. Marcus Delafield était mort, son corps abandonné là où il était tombé. Charles Worthington et Edmund Caldwell avaient couru pendant ce qui leur sembla des heures. Finalement, épuisés, ils s'effondrèrent contre un vieux cyprès, haletant et tremblant. Leur fuite désordonnée les avait menés encore plus loin dans les profondeurs de la forêt. « On est perdu », gémit Caldwell entre 2 respirations. Complètement perdu. Worthington essaya de reprendre ses esprits. Non. Le pavillon. Le pavillon est à l'est. Si on trouve la direction, on peut... Mais il ne termina pas sa phrase, parce que depuis l'obscurité devant eux émergea une silhouette familière. Josiah, et derrière lui, plusieurs autres hommes. Worthington leva son fusil avec des mains tremblantes et tira. La balle passa à côté de sa cible. Avant qu'il puisse recharger, 2 hommes se jetèrent sur lui et le désarmèrent. Caldwell essaya de fuir, mais fut plaqué au sol avant d'avoir fait 3 pas. Josiah observa les 2 planteurs maintenant à sa merci avec un calme terrifiant. Charles Worthington,
dit-il d'une voix monotone. L'homme qui cite la Bible pour justifier l'esclavage, qui prêche la soumission dans sa chapelle pendant que ses contremaîtres fouettent jusqu'au sang. Il se tourna vers Caldwell et Edmund Caldwell, le nouveau venu qui essaie de prouver qu'il est aussi brutal que les autres. Celui qui a fait marquer au fer rouge ma sœur parce qu'elle avait osé le regarder dans les yeux. Caldwell devint livide. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas quoi? Interrompit sèchement Josiah. Tu ne voulais pas qu'elle soit marquée à vie? Tu ne voulais pas qu'elle porte pour toujours la cicatrice de ta cruauté? Mais tu l'as fait quand même. Parce que tu le pouvais. Parce que nous ne sommes rien pour vous. Worthington essaya de retrouver sa dignité. Nous sommes des hommes libres. Vous n'avez pas le droit. Josiah éclata d'un rire sans joie. Le droit? Quel droit nous avez-vous laissé? Le droit d'être battus, vendus, séparés de nos familles, de mourir dans vos champs? Il fit un geste vers ses compagnons. Ces hommes ont tous perdu quelqu'un à cause de vos chasses. Votre tradition, comme vous l'appelez. Chaque année, vous choisissez l'un de nous et vous le traquez dans ces bois. Pour le sport, pour le plaisir. Vous nous avez pris nos vies. Ce soir, nous prenons les vôtres. Ce qui suivit fut méthodique et terrible. Worthington et Caldwell furent emmenés dans les profondeurs du marais, là où les eaux stagnantes dissimulaient les secrets les plus sombres de la région. Ils ne revirent jamais le lever du soleil. Mais Josiah et ses compagnons n'avaient pas fini. Il restait encore des comptes à régler. Samuel Hartwick reprit conscience attaché à un arbre. Sa tête explosait de douleur à l'endroit où la pierre l'avait frappé. En ouvrant les yeux, il découvrit Josiah, assis en face de lui, un feu de camp crépitant entre eux. « Où suis-je » parvint à articuler Hartwick. « Dans la forêt que tu pensais posséder » répondit Josiah. « Celle où tu as traqué des hommes comme des bêtes. » Hartwick essaya de se débattre, mais les cordes étaient solides. « Laissez-moi partir. Je vous donnerai de l'argent. Votre liberté. » Josiah secoua la tête tristement. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une négociation. C'est un jugement. » Il raconta alors à Hartwick avec une précision déchirante l'histoire de chaque homme qui avait été victime des chasses organisées par le cercle de Natchez. Des noms, des visages, des familles détruites. Des hommes morts seuls dans ces bois, poursuivis par des chiens et des fusils, sans aucune chance de survie. « Mon frère, » dit Josiah, sa voix se brisant légèrement pour la première fois. « Jacob, il a été votre proie il y a 2 ans. Il était fort, rapide, intelligent. Vous l'avez traqué pendant toute une nuit. Au matin, vous l'avez trouvé dans le marais, épuisé, blessé. Et vous ?» Il s'interrompit, respirant profondément pour contenir son émotion. « Vous l'avez laissé au chien. » Hartwick ferma les yeux, incapable de soutenir le regard de Josiah. « Ce soir, » continua Josiah, « la chasse s'est inversée. Ce soir, vous avez tous ressenti la terreur que nous ressentons chaque jour. La peur d'être pris, d'être blessé, d'être tué, sans que personne ne se soucie de notre vie. » Il se leva et fit un signe à ses compagnons. « Que ferez-vous de moi ?» demanda Hartwick, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Josiah ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il dit « Tu aimais citer les classiques, n'est-ce pas? Virgile, Homère. Tu te souviens de ce que dit l'Énéide sur la vengeance ?» Hartwick secoua la tête faiblement. « Que chacun souffre sa propre peine, récita Josiah. Ce soir, Samuel Hartwick, tu souffres la tienne. » Les hommes détachèrent à Hartwick et le forcèrent à marcher. Ils l'emmenèrent jusqu'à une partie du marais qu'ils connaissaient bien, celle où les eaux étaient les plus profondes et les plus traîtresses. Là où, 2 ans auparavant, le corps de Jacob avait été retrouvé, à moitié dévoré par les alligators. Samuel Hartwick comprit alors quel serait son sort. Il tenta de supplier, de négocier, de menacer. Mais aucun de ces mots ne changea quoi que ce soit. Lorsque le soleil commença à poindre à l'horizon, Samuel Hartwick n'était plus. Nathaniel Kensington, le dernier survivant du cercle de Natchez, fut traîné jusqu'au pavillon de chasse au moment où l'aube colorait le ciel de nuances roses et orangées. Il était blessé, épuisé, brisé psychologiquement.
Josiah le fit asseoir dans la grande salle, exactement à l'endroit où, quelques heures plus tôt, les 6 planteurs avaient célébré le début de leur chasse. « Tu vois, Nathaniel, » dit Josiah en montrant les trophées accrochés au mur, « tu aimes la chasse. Tu collectionnes les preuves de tes victoires. Mais ce soir, tu es devenu le trophée. » Kensington, à bout de force, murmura, « Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Vous auriez pu simplement fuir. » Josiah s'assit en face de lui, son regard plongeant dans celui du planteur. Fuir vers quoi? Nous sommes marqués, traqués, vendus comme du bétail où que nous allions. Non, il fallait que ça s'arrête. Il fallait que quelqu'un dise « assez ». Il fallait que vous compreniez que nous sommes des hommes, pas des animaux. Il marqua une pause, puis ajouta « Mais tu as raison sur un point. Nous allons fuir maintenant, vers le nord, vers les États libres, vers le Canada peut-être. Certains d'entre nous y arriveront, d'autres seront repris et tués, mais au moins, nous aurons essayé, au moins, nous aurons résisté. » Kensington, dans un dernier sursaut de défi, cracha « Vous serez traqués. Ils enverront des milices entières. Vous ne survivrez pas une semaine. » Josiah sourit tristement. « Peut-être. Mais toi, tu ne verras pas ce jour. » Les compagnons de Josiah entrèrent dans la salle, portant des bidons d'huile de lampe qu'ils trouvèrent dans la remise. Kensington comprit immédiatement leur intention. « Non, non, attendez. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils répandirent l'huile dans toute la construction, saturant les murs de bois, les meubles, les trophées. Puis, ils détachèrent Kensington et le traînèrent à l'extérieur. Josiah alluma une torche et se tint devant le pavillon. « Ce lieu est maudit par le sang innocent qui a été versé pour votre amusement. Qu'il brûle et que sa cendre emporte la mémoire de vos crimes. » Il lança la torche à l'intérieur. Les flammes se propagèrent avec une rapidité féroce, transformant rapidement le pavillon en un brasier rugissant. La chaleur était si intense que tous durent reculer. Nathaniel Kensington, forcé de regarder la destruction de son lieu secret, tomba à genoux. « Qu'allez-vous faire de moi ?» Josiah le regarda longuement. Puis il dit quelque chose que Kensington n'avait pas anticipé. « Rien. » Il fit un signe à ses hommes qui détachèrent les liens de Kensington. « Nous te laissons vivre, pas par pitié, mais pour que tu portes témoignage, pour que tu racontes ce qui s'est passé ici, pour que tu vives avec le poids de tes actes et la honte de ta survie. » Les hommes commencèrent à s'éloigner, disparaissant dans la forêt qui s'éclairait peu à peu avec le lever du soleil. Josiah fut le dernier à partir. Avant de se fondre dans les arbres, il se retourna une dernière fois vers Kensington. « Souviens-toi de cette nuit, Nathaniel Kensington. Souviens-toi que tu as été chassé comme un animal. Et sache que nous ne sommes pas les premiers à résister, et nous ne serons pas les derniers. Un jour, tout ce système que tu défends s'effondrera. » Puis il disparut, laissant Kensington seul face aux ruines fumantes du pavillon, au milieu d'une forêt qui semblait soudain étrangère et hostile. Nathaniel Kensington erra pendant des heures avant de retrouver le chemin de Riverside Hall. Lorsqu'il arriva à sa plantation, en plein jour, il était méconnaissable. Ses vêtements déchirés, le visage tuméfié, les yeux hagards. Il ressemblait plus à un mendiant qu'à un propriétaire terrien prospère. Ses contremaîtres et ses domestiques furent choqués par son apparence. On lui apporta de l'eau, de la nourriture, des vêtements propres. Le médecin local fut appelé pour examiner ses blessures, qui s'avérèrent nombreuses mais superficielles. Pendant 2 jours, Kensington ne parla à personne. Il restait dans sa chambre, refusant de recevoir des visiteurs, ignorant les questions inquiètes de son épouse. Mais l'absence prolongée des 5 autres membres du cercle commença à inquiéter leurs familles respectives. Le 3e jour après la nuit fatidique, une expédition de recherche fut organisée. Plus de 20 hommes, dont plusieurs contremaîtres armés et des chasseurs expérimentés, partirent explorer la forêt et les marais. Ils suivirent les indications approximatives que Kensington avait finalement consenti à donner. Ils trouvèrent d'abord les ruines calcinées du pavillon de chasse. Les murs effondrés, les poutres carbonisées, tout avait été réduit en cendres.
Dans les décombres, ils découvrirent les restes des trophées de chasse, fondus et déformés par la chaleur. Puis, en explorant les environs, ils commencèrent à découvrir les corps. Thomas Bellingham fut trouvé en premier, encore pris dans le piège qui l'avait tué, son corps déjà en décomposition, dans la chaleur humide de mai. Marcus Delafield fut découvert non loin de là, sa gorge tranchée, son visage figé dans une expression de rage et de surprise. Les corps de Charles Worthington et Edmund Caldwell furent retrouvés dans le marais, à demi submergés, gonflés et méconnaissables. Il fallut les identifier par leurs vêtements et leurs effets personnels. Samuel Hartwick ne fut jamais retrouvé. Les eaux profondes du marais gardèrent son secret. L'impact de ces découvertes sur la communauté de Natchez fut immense. 5 des planteurs les plus riches et les plus influents du district, morts dans des circonstances mystérieuses. Les rumeurs se mirent à circuler immédiatement. Certains murmuraient qu'il s'agissait d'une rébellion d'esclaves, d'un soulèvement qui avait été rapidement étouffé, mais qui avait coûté la vie à ces hommes. D'autres évoquaient des bandits, des hors-la-loi qui sévissaient dans les marais et qui auraient attaqué les planteurs pendant une partie de chasse. Mais Nathaniel Kensington, le seul témoin survivant, restait obstinément silencieux sur ce qui s'était réellement passé. Lorsque le shérif local vint l'interroger, accompagné du magistrat du comté, Kensington donna une version édulcorée des événements. « Nous chassions, dit-il d'une voix monocorde. Nous nous sommes séparés. J'ai entendu des cris. Quand je suis arrivé, c'était trop tard. Qui les a tués ?» demanda le shérif. Kensington hésita longuement avant de répondre. « Des esclaves en fuite. Une bande organisée. » Le shérif fronça les sourcils. « Combien étaient-ils ? » ?»« Je ne sais pas. Une dizaine, peut-être plus. »« Les avez-vous reconnus ? Appartenaient-ils à vos plantations ? » Nouveau silence. Puis, « Je ne peux pas être certain. » Cette réticence à fournir des détails frustrait les autorités, mais elles attribuèrent cela au choc traumatique que Kensington avait subi. Des patrouilles furent organisées pour rechercher la bande d'esclaves fugitifs. On fouilla les plantations, on interrogea brutalement la population asservie, on explora les marais et les forêts environnantes. Mais on ne trouva rien, aucune trace des fugitifs, aucun indice probant. C'était comme s'ils s'étaient évaporés dans la nature. En réalité, Josiah et ses compagnons avaient soigneusement planifié leur fuite. Ils avaient suivi un itinéraire préparé à l'avance, utilisant des cachettes connues seulement de ceux qui avaient tenté de fuir auparavant. Ils voyageaient de nuit, se dissimulaient de jour, évitaient toute route principale. Certains furent effectivement capturés dans les semaines qui suivirent, mais ils ne parlèrent jamais de ce qui s'était passé cette nuit-là dans la forêt de Natchez. Josiah lui-même réussit à atteindre les États du Nord. Des années plus tard, après la guerre de sécession, il témoigna de ses expériences dans plusieurs meetings abolitionnistes. Mais il ne mentionna jamais explicitement la nuit du 3 mai 1853, seulement des allusions voilées à la résistance, au prix de la liberté et à la nécessité parfois de répondre à la violence par la violence. À Natchez, les familles des planteurs décédés ne se remirent jamais complètement de la tragédie. Les plantations continuèrent à fonctionner, reprises par des héritiers ou vendues à de nouveaux propriétaires. Mais une ombre planait désormais sur le district. Nathaniel Kensington vécut encore 15 ans après les événements de cette nuit. Mais ce n'était plus le même homme. Il devint reclus, rarement vu en public, déléguant la gestion de ses propriétés à des contremaîtres. Il développa une peur pathologique de la nuit et des espaces boisés. Certains domestiques racontaient qu'il l'entendait parfois crier dans son sommeil, suppliant qu'on l'épargne. En 1868, 3 ans après la fin de la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, Nathaniel Kensington mourut dans son sommeil. On le retrouva dans son lit, le visage crispé dans une expression de terreur, comme s'il avait vu quelque chose d'horrible dans ses derniers instants. Ses derniers mots, murmurés à son médecin quelques jours avant sa mort, furent « Ils avaient raison. Tout s'est effondré. Tout. »
Les circonstances de la mort des 5 planteurs en mai 1853 ne furent jamais complètement élucidées. Les rapports officiels parlèrent d'une attaque par des esclaves fugitifs, mais sans jamais fournir de preuves concrètes. Le pavillon de chasse brûlé fut abandonné, et au fil des décennies, la forêt reprit ses droits, effaçant toute trace de ce qui s'était passé. Mais dans les communautés noires de Louisiane, une histoire se transmit de génération en génération. L'histoire d'un homme nommé Josiah qui avait inversé la chasse et montré que même les plus opprimés pouvaient résister. L'histoire d'une nuit où la justice, aussi brutale fut-elle, avait été rendue dans les profondeurs des marais. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après ces événements, la région de Natchez porte toujours les cicatrices de son histoire. Les anciennes plantations ont pour la plupart été converties en musées ou en sites touristiques où l'on raconte une version aseptisée du passé, mettant en avant l'architecture et le style de vie des planteurs, sans toujours mentionner les horreurs sur lesquelles leur fortune était bâtie. Mais ceux qui connaissent la région savent qu'il existe des histoires plus sombres, transmises oralement, qui ne figurent dans aucun livre d'histoire officiel. Des histoires de résistance, de vengeance et de nuits où la justice fut rendue par ceux qui n'avaient plus rien à perdre. La forêt où se déroula la chasse inversée de 1853 existe toujours. C'est maintenant une zone protégée, rarement visitée, considérée par les locaux comme un lieu étrange où l'on préfère ne pas s'aventurer après la tombée de la nuit. Des chasseurs modernes rapportent parfois des phénomènes inexpliqués. Des sifflements étranges portés par le vent, des silhouettes aperçues entre les arbres qui disparaissent dès qu'on les regarde directement, une sensation oppressante de ne pas être seul, même quand on l'est manifestement. Les historiens qui ont étudié la période ont trouvé quelques documents mentionnant les morts des 5 planteurs en mai 1853, mais toujours de manière évasive. Les rapports officiels sont curieusement incomplets, comme si certaines pages avaient été retirées ou détruites. Les journaux intimes de l'époque, ceux qui ont survécu, contiennent des allusions cryptiques à des événements terribles, mais jamais de détails explicites. Une chose est certaine, après cette nuit, les disparitions mystérieuses d'esclaves cessèrent dans la région de Natchez. La pratique secrète des chasses humaines organisées par le cercle de Natchez prit fin brutalement. Peut-être par peur, peut-être par respect pour les morts, peut-être parce que les survivants comprirent enfin que tout système fondé sur la déshumanisation porte en lui les germes de sa propre destruction. L'histoire de Josiah et de sa contre-chasse pose des questions morales difficiles. Était-ce de la justice ou de la vengeance ? De la légitime défense ou du meurtre? Peut-on justifier la violence en réponse à la violence? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Mais ce qui est indéniable, c'est que cette nuit de mai 1853 représente un moment où les opprimés refusèrent leur statut de victime et reprirent, ne serait-ce que brièvement, le contrôle de leur destin. Les descendants des familles impliquées, tant du côté des planteurs que du côté des esclaves, vivent toujours dans la région. Certains connaissent l'histoire, transmise en secret dans leur famille. D'autres l'ignorent complètement, ou choisissent de l'ignorer, préférant ne pas remuer un passé trop douloureux. Mais pour ceux qui connaissent la vérité, la forêt de Natchez demeure un lieu sacré. Un lieu de mémoire, certes, mais aussi un symbole. Le symbole que la résistance est possible, même dans les circonstances les plus désespérées. Le symbole que l'humanité, lorsqu'elle est niée trop longtemps, finit toujours par se réaffirmer, quelle que soit la forme que prend cette réaffirmation. Et parfois, dit-on, lors des nuits de pleine lune en mai, si vous êtes assez fou pour vous aventurer dans les profondeurs de cette forêt, vous pourriez entendre au loin un sifflement rythmé, accompagné de voix murmurant dans des langues oubliées. Les anciens du coin vous diront que ce sont les esprits de Josiah et de ses compagnons qui continuent à patrouiller dans les bois, veillant à ce que plus jamais de telles atrocités ne se reproduisent. Croyance populaire? Superstition? Peut-être. Ou peut-être est-ce simplement le vent dans les cyprès, la mémoire d'événements terribles qui imprègnent les lieux où ils se sont déroulés.
transformant la géographie elle-même en monument à la fois d'horreur et d'espoir. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de la chasse de Natchez nous rappelle une vérité inconfortable. L'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs, mais aussi par ceux qui refusent d'être oubliés. Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Pensez-vous que ces événements se sont réellement produits? Les archives historiques sont pleines de zones d'ombre, d'événements dont on ne parle pas dans les manuels scolaires. Peut-être que quelque part, dans un grenier poussiéreux de Natchez, dort encore un document qui confirmerait ou infirmerait cette histoire. Si ce récit vous a captivé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres mystères historiques enfouis. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez. Justice ou vengeance? Légende ou réalité? Et surtout, partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les secrets sombres du passé. Car après tout, l'histoire la plus effrayante est souvent celle qui pourrait bien être vraie.